Une fois, deux fois, trois fois. Les deux nègres, les deux balles. Pour Hip Hop Corner, on est ensemble. Aïe. On a le 2 balles de nègres aujourd'hui puisqu'on a l'homme qu'on nomme Eben. Voilà, donc deux grands MC. Eben aussi grand producteur, beatmaker. Dans les années 89, donc là je m'adresse à Jekyll, il y avait un projet, le BBMC. C'était bien comme ça que ça se disait? Ouais, c'était non, c'était même pas un projet là. En plus, déjà à l'époque, on savait même pas ce que ça voulait dire, les projets. C'était le premier nom de groupe qu'on a eu, c'était les BBMC. Qui doit être c'est moi, et voilà, notre premier nom c'est BBMC. Et c'est parti pourquoi? Parce qu'on avait 11 ans en fait. On a 10 ans, 11 ans, on avait un groupe, on écrivait des textes de petits de 10 ans, 11 ans, mais on écrivait déjà et on se produisait même sur scène à la fête de la musique de notre ville. À l'époque, on était appelé c'est Robinson. Eben nous a vus en tant que BBMC rapper. On a invité en concert. Voilà, exactement. Et donc, ça veut dire, voilà, lui c'était déjà les rappeurs qui étaient plus de la génération d'au-dessus déjà. Et nous, on était tout petits, voilà, des jumeaux, Et effectivement, le seul, pour continuer un peu dans le délire, c'est que le seul qui était petit de la même génération qui rappait, c'était Kerry. Mais dans une autre frère là-bas. D'accord. Nous, dans le 9-2, on était un peu plus. On était moins connus, on a été chapeauté un peu par les grands de la cité qui rappaient déjà parce qu'ils allaient. Donc c'était le groupe Positif Syndical d'ailleurs qui travaillait même avec les Eben, souvent ils se retrouvaient avec le groupe d'Eben de l'époque, c'était Gentleman MC, tout ça, et qui se retrouvaient déjà avec eux, et donc eux ils étaient aussi dans la même clique, on va dire que ceux de Bagneux, quoi, Bagneux, Châtillon, Meudon, tous ces coins-là, là, jusqu'à peut-être des fois Boulogne aussi, mais c'était un peu plus excentré. Mais tous les rappeurs à l'époque, il y avait le mouvement authentique, et ils avaient, voilà, il y avait Positif Syndicat qui pouvait participer à des scènes avec eux, des trucs comme ça, et c'était les grands frères. Donc voilà, et après, chapeauté par les grands de chez nous, Tizaï, Hermès et Croque-Mitaine, en fait, qui s'appelait à l'époque Harry X. D'accord. Et Ben, du coup, justement, comme disait Jekyll, le fameux Gentleman MC, ce fameux duo, c'est parti de quoi? Vous vous êtes rencontrés comment? Ben, là, comme il y a Niro en plus qui est là, moi je rappais. Les invités surprises. Moi je rappais depuis très longtemps, depuis l'époque de Radio Nova, avec Niro d'ailleurs. On avait fait Radio Nova ensemble, donc c'est pas moi tout seul, tu vois. Et on s'appelait Gentleman MC à l'époque. D'accord. Et nous c'était plus axé sur le 9-4, Juif, tout ce qui était Vitry, toute la clique. Et voilà, on s'est connus il y a très des années-lumière, on était dans la même ville, et puis voilà, c'est comme ça qu'on a créé Gentleman MC. Alors je profite pour checker Niro. Deuxième partie, les deux nègres. Après l'évolution pour vous trois, on dédicace aussi bien sûr DOC. Pour arriver aux fameux 2 balles de nègres, c'est parti de quoi? Quelle initiative? Vous êtes rencontrés comment? Ah ouais, en fait, à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui avait ses propres musiques. Mais les jumeaux, ils avaient déjà des morceaux où ils avaient. À l'époque, ils avaient Dingue. Ils travaillaient avec Kilomètre. Mais si tu veux, à l'époque, Kilomètre, ils bossaient avec des artistes de l'époque assez établis, genre avec Destiné, Mélaz et donc, à côté, ils essayaient de développer un truc avec les jumeaux. Et il y avait également les White Spirit qui faisaient des musiques pour les 2 balles. D'accord. Et un jour, j'appelle Dicky, je dis tiens, t'as pas de numéro de White Spirit pour qu'il nous fasse des tracks et tout, tiens, voilà. Et donc, on est parti là-bas, et on a commencé à faire des sons, et voilà, ça a commencé comme ça. Et finalement, eux qui aussi faisaient toujours des tracks avec les Spirit, un jour, on s'est tous retrouvés dans le studio au même moment. Et il y avait Masla qui était là, et donc il y avait tout le monde dans la maison. Et c'est le soir, on a enregistré Lève ta main. D'accord. Donc tu vois l'ambiance du morceau, c'est le bordel dans la maison. Bordel classique. Et donc tu vois, les moments où tu construis comme ça et tu dis ouais machin, et bah c'était un de ces moments-là et on a sorti l'idée, tiens on pourrait faire un espèce d'album commun avec des morceaux machin. Vous avez déjà quelques morceaux, nous on a quelques morceaux, on fait 2-3 en commun, ça pourrait faire un truc. Et l'idée, l'impulsion du truc, elle est partie de là. Je veux dire, quand on s'est mis d'accord pour le faire, mais sinon, auparavant, il y avait toutes les après-midi dansantes, et, les concerts, et tout comme ça. Que à chaque fois, on se retrouvait avec le même genre de groupe.
Et dans les groupes, il y avait les deux balles souvent. En plus, des fois c'était à Aulnay quoi. Et moi et Ben, des émissions en règle à chaque fois. On fait des émissions juste pour aller prendre le micro dans un truc. Et il y avait les deux balles et après les trucs. Mais ce qui était drôle à cette époque, je vais rajouter un truc sur ce que dit Milo, nous c'était un peu la mentalité zouker, tu vois, ce qui est bizarre, tu vois, c'est que le zouk à l'époque, le zouk à l'époque, ils avaient un truc, c'est qu'ils allaient, tu vois, le même soir, ils pouvaient jouer dans 3 endroits différents. Ouais. Moi je connais, tu vois, ce système-là, c'est un réseau où tu as un artiste et puis en fait tu le vois sur 3 affiches en même temps. Là. Et nous c'était un peu ça, c'était pas zouker bien sûr, mais moi à chaque fois qu'on allait dans des salles, je te jure, c'était incroyable. Les jumeaux, ils étaient là. Je dis, putain, mais c'est les mecs. Ouais, c'est un petit réseau. Et donc, il y avait Combat, je me rappelle très bien, il y avait Keisha. Parce que aussi, moi, pour bien aussi savoir aussi qu'est-ce qu'il faisait aussi, il y avait un lien qui était un peu commun, c'est que il y avait un gars qui s'appelait Teddy Ted, qui avait une association à Aulnay-sous-Bois. Et lui, en fait, tout ce qui était Aulnay, Sevran, Villepin, tout ça, déjà dans son 93, déjà, avec les mairies, tout ça, il était dans l'associatif, en fait, en vérité, quand tu regardes. Et lui, il avait fait un truc où il avait appelé plusieurs artistes, tous les artistes qui étaient proches plus ou moins de lui, tu vois. Donc nous, on était là parce qu'on avait de la famille dans sa ville, et il tournait beaucoup aussi, donc ça veut dire qu'il connaissait des mecs dans le 9-4 là-bas, des rappeurs. Donc il n'y avait pas un délire de signature. Il faisait, hein? C'était pas un délire vraiment là-bas. Non, mais si tu veux voir maintenant, actuellement, ça pourrait être un booker ou un tourneur maintenant. On aurait pu appeler ça. Parce qu'à chaque fois, il nous ramenait, ça pouvait être des soirées, ça pouvait être des concerts. On était avec Rootsneck, on était avec même l'Afro-Jazz, plus tard on les a connus. Il y avait qui, nous, la Clica, tout ça. Donc tous ces groupes-là, en fait, on se voyait, on était dans les mêmes soirées. Et effectivement, des fois, un défilé de mode, boum, tu pouvais arriver, boum, à un moment, ça part en bouteille. Après, il y avait un truc là-bas, un truc, je sais pas moi, concours de Miss Mali ou Miss Truc. À un moment, boum, tu peux arriver, ça part et voilà. Ça part de là. Je me rappelle des fois, il y avait des défilés. Et la radio, je regardais Jekyll, je dis, les mecs, et on était comme une sorte d'équipe. On me disait, venez, on monte et tout. Mais est-ce qu'il y a des gens, bim, on prenait le micro, on qui apparaît, ça se transforme en concert. Donc pas de concurrence particulière. Et tu vois, s'il y avait eu des caméras à l'époque, il y avait des freestyles que si tu disais ça aujourd'hui, c'est anthologique. Avec des MC que t'attendais pas. Il y avait genre Booba qui venait dans nos trucs, qui rappait. Il y avait Ali, il y avait Roca. Tout ça, tous en même temps sur scène quoi. La dernière fois, Dragon Devi, il me dit quoi? Dragon Devi, après qui était avec nous, quand on avait fait de balles, Gates, c'était des mecs qui étaient avec nous quand on a fait. Après les jumeaux, le premier groupe qu'on a fait. Il avait un délire raga. Non, mais là en fait, on était vraiment ensemble. Il s'appelait Nigets. Nous, c'était deux balles Nigets. À l'époque, c'était lui Nigets. D'accord. Et donc après, un jour, il me dit quoi? Il me dit, tu sais quoi? Il me dit, tu sais que Booba. La première fois que je l'ai vu, il était avec vous en Ressois, tout ça. Il me dit, en Ressois, l'Orée du Bois, très bien, l'Orée du Bois. Il me dit, c'est là que vous l'avez présenté. Moi, quand il voyait Booba, c'était un gars, nous. Parce que on était à la fourche, il y avait la Clica, il y avait Chimis qui habitait là-bas, Tefa habitait là-bas, tout. En vérité, on s'est connu, après, on s'est plus ou moins. On avait toujours des nouvelles. Mais c'est vrai qu'après, avec les deux nègres, le fait aussi, pour revenir un peu recentrer le truc, comme il disait, c'est qu'on s'est retrouvé déjà par rapport au beatmaker, par rapport à White Spirit qui était à Beau, Kilomètre de Phare, Masta qui était à Paris, qui vivait avec nous. Et le fait de. En fait, on avait quand même une petite affinité aussi, ça veut dire qu'à chaque concert, on était tout. Pas dire que ça aurait pu le faire avec les autres groupes obligatoirement, mais c'est vrai que le deux nègres, nous deux balles. Là, il y avait un truc comme ça. Il y avait du 2. Et voilà, il y avait un truc. Ouais, et puis même sur scène, quand je les voyais, tu sais, moi, ils m'impressionnaient énormément. Ils arrivaient avec leur bandana et tout, je m'en rappellerai toujours. Tu vois, ils étaient bandana, ils avaient déjà de la gestuelle et tout. Je disais à Niro, à chaque fois qu'on rentrait à Villejuif, tu vois, je dis putain, eux, ils sont impressionnants. C'est qu'à chaque fois qu'on sortait de scène, on disait, ah, t'as vu, on a mis la barre haute, et eux, ils mettaient la barre haute. Puis à un moment, tu vois, il y a tellement d'affinités, à peu près les mêmes gens. Donc on a commencé à faire vraiment, là, comme Niro disait, tu vois, à commencer à faire quelques trucs ensemble. Et puis la mayonnaise a tout de suite pris, on a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui allait se faire. Le truc, c'est quand tu rencontrais un rappeur, c'était genre, tiens, vas-y, mets un son, viens, on rappe. Et je me rappelle une soirée, il y avait Danny Dan, et toi, et moi, et je sais pas qui. Et genre, chez lui, c'était un gros improvisateur, je sais pas si c'est improvise toujours, mais un gros improvisateur où tu te dis putain, mais. Et genre, je me rappelle que. Avec Danny Dan et tout ça, bon, moi à la fin je regardais parce que ça partait, ça s'est pas arrêté, c'était toute la nuit quoi, c'était un truc de ouf. On rappelle quand ça rappelle. Hey yo, laisse ma tête craque, ici le gueule craque, mon esprit se braque et ben et mystique sur mes pattes. Bâton sous les balles de la police nationale, les vitrines explosent, tout prend feu et le gueule part.
sur la capitale. La situation s'emballe et court plus vite que les balles ou pas. Un gilet pare-balles, à l'heure qu'il est, mon quartier est sur le point d'éclater. Car n'importe quel jour, peut-être le dernier, des necks s'étalent sur le trottoir comme des feuilles en automne. Évite le peloton d'exécution, sinon ton heure sonne. Forcément, il y a eu 2 balles de nègre. Et après, il y a eu pour Jekyll l'orientation vers le ménage à 3 avec les 2 balles. Ouais. C'est parti de quoi le délire du ménage à 3? C'est parti de croque-mitaine? Ménage à 3, alors je t'explique le délire de ménage à 3, c'est déjà croque-mitaine qui a une idée de pas obligatoirement avoir un posse comme on appelait à l'époque, une clique. Il ne faut pas qu'avec vos gars qui soient artistes, vous ayez les mêmes concepts, que les mêmes trucs que les autres, quoi, en fait, les mêmes sapes, le même truc. Non, il faut qu'on arrive, on explique, voilà. Il y a un concept à sortir. Il y a un délire à sortir, tu vois. Et lui, il avait réfléchi parce que voilà, il avait été à un moment dans un endroit où il avait le temps de réfléchir, de lire. Donc après, il nous a envoyé une fois une lettre, tout ça, en disant voilà, regardez les trucs sur lesquels j'ai réfléchi. Voilà, les mecs, je suis au Tibet. J'ai vu, vous êtes avec, J'ai pensé à ça, je vois, vous avez tel groupe, il y a tel groupe, il y a tel groupe. Ça serait bien de même que par rapport au groupe, il y a un rapport avec le 3, tout ça, truc, avec un groupe, ouais, on peut trouver un truc. Hein. Et au fur et à mesure, on se dit, tiens, comment on va faire? Tu vois, et enfin, en fin de compte, on a fait le ménage à 3, c'était nos gars du 9-2, là on était à Robinson, donc Philo qui était en primaire, collège ensemble. Monsieur R qui est arrivé de Belgique, qui est arrivé directement sur Châtenay après Massimo. Après, il y avait, voilà, après tous nos gars des Guedins et tout ça, c'était le 7-7. Tout ça, donc après, on s'est, voilà, et donc on s'est, ouais, Mahjong qui était du 9-2, donc ça veut dire que ça nous a tous ramenés. Et tu as vu, après, ça fait ramener aussi des gens d'un peu partout. Donc ça fait ça fait une connexion. Et c'est comme ça que c'est parti. Voilà, sur le groupe, c'était ça. Et même à un moment, des nègres, ils étaient aussi dans le ménage à 3 à un moment. Des petits sons qui se placent. Alors, et à un moment, enfin, tu vois, on était tous ensemble. Pourquoi? Parce que voilà, et tout le monde était là. Et c'est vrai que toutes ces personnes-là ont fait partie de l'histoire. Ce qui était particulier, tu vois, c'est que nous, on était dedans, tu vois. Et bizarrement, tu vois, ils avaient quand même leur cadre familial. Tu vois, ménage à 3, c'était une vraie famille. Et nous, bizarrement, on était collés avec les jumeaux, puisqu'on avait un album en commun. Donc c'était hyper particulier. Donc les gens disaient, vous êtes dans le ménage à 3? Nous, on savait même pas si on y était. Voilà, ça fait comme un peu. Et nous, on l'a vécu plus tard, le même truc, on l'a vécu plus tard quand on faisait Bissot, où les mecs, ils ont mélangé en disant quoi à chaque fois, oui, mais vous êtes du secteur, vous êtes. Non. Ouais, tu vois, c'était ça. On a fait Bissot. Là, tu sors un Bissot, il y a des mecs secteurs. Nous, en fait, c'est ménage à 3, tu vois, l'équivalent qu'ils ont. Donc c'est toujours resté ménage à 3. C'est vrai que ça faisait à peu près. On avait aussi ce sentiment-là. Je crois qu'à la fin, même quand les mecs disaient, c'est comme ouais, c'est. C'est un truc que personne ne sait. C'est qu'avant même de Balles de Nègre, ménage à 3, moi, le premier mec que je connaissais, c'était Lioness. Parce qu'avec Teddy Ted, en fait, quand ils nous ont ramenés, on était à Rougemont. Ouais, et eux, moi, et il y avait Lioness, et il y avait Aouna, et tout ça. Et on se côtoyait un peu. Et donc, quand tout ça s'est arrivé après, en fait, nous, on se connaissait déjà, mais d'avant, en fait. Et donc, quand il y a eu l'orientation Bissot pour les 2 balles, vous, au niveau des 2 nègres, vous êtes orienté sur quel délire? Vous êtes reparti sur le délire production beatmaker? Moi, à cette époque de Bissot, ouais. Moi j'étais en juste après, en fait, juste après 2 balles de nègre. Moi j'étais 80, allez, on va dire 98, 99, on va dire. Moi j'étais à fond kickage à cette époque-là, puisque on venait de sortir Mission Suicide, où j'avais fait la moitié des prods. D'accord. De Mission Suicide, qui s'est très bien vendu d'ailleurs. Grand classique, hein. J'invite moi, tous les internautes à j'étais en pleine mutation, comme Niro aime bien dire à chaque fois, tu vois. Mais moi j'étais en pleine mutation. C'est-à-dire que, tu vois, le hardcore, tu vois, je venais de sortir, tu vois, mes plus gros trucs hardcore, et à un moment ça m'a saoulé. Tu vois, toujours dire la même chose, tu vois, j'avais l'impression de pas respirer, tu vois. C'est quoi, c'est une évolution de vie, ton cadre de vie fait. Non, je pense que dans toute musique, à un moment, tu sais quoi, quand tu es trop dans la revendication, à un moment ou un autre, il y a un truc qui t'arrive où tu te dis, purée, j'apporte que ça, tu vois, j'apporte que de la revendication. Et je pense que dans ta vie, il n'y a pas que ça, quoi. C'est-à-dire que tu peux être aigri si tu veux toute ta vie, hein, ça peut arriver, ou subir toute ta vie, mais je pense qu'à un moment, il y a des, tu vois, c'est un peu de joie, un peu d'amour. Et moi, je venais d'avoir ma fille, donc à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai un peu évolué dans ma musique. C'est-à-dire que voilà, j'en avais marre de ça. J'en ai eu réellement marre. Les enfants souvent font évoluer les bien sûr. T'imagines qu'au moment où ma fille venait de naître, j'étais en train de faire une pochette avec un mec qui avait un couteau dans la bouche. Ouais. Un œil. Et moi je lui donnais le biberon comme ça tous les soirs et tout. À un moment, tu vois, il faut évoluer. Et à peu près au même moment,
moi je produisais l'album de Basic, c'est un groupe. Je connais avec Ando. De 9-1, Ando et Vostat. C'est le mec de chez nous. Voilà. Vostat, il est là. Et je crois que c'est un même des premiers groupes du 9-1 qui a sorti un truc, je crois. Et donc je faisais ça, et après j'ai commencé à faire les compus Hiroshima en même temps où Ben il faisait les trucs Mission Suicide. T'as pas aussi beaucoup commencé à travailler avec, essayer de voir avec les États-Unis aussi pendant un moment? En fait, il me semblait avoir vu des prods à toi qui étaient en contact avec le mec. En fait, maintenant j'habite à Los Angeles, mais en fait, si tu veux. Ceci expliquant cela. Ça, c'est un petit peu après ce qui s'est passé. En fait, il ne le sait pas, mais c'est un peu à cause de Monsieur R. En fait. D'accord. Sans le savoir. C'est genre, en fait, Monsieur R. En fait, moi j'étais très ami avec. Enfin, je suis toujours très ami avec Rocking Squad. Et ce qui s'est passé, c'est que Rocking Squad faisait un morceau avec Monsieur R et KRS-One. Ils n'avaient pas de son. Et moi et Squad, on a travaillé sur beaucoup de trucs ensemble. Et donc à chaque fois qu'il y avait besoin d'un son, il me disait hey, t'as pas un son? Et je disais pour KRS-One et tout, tiens j'ai ça. Donc à mon avis il a dû me faire écouter derrière, ils se sont mis ok sur ce son là. Donc on est tous partis à New York pour enregistrer donc, le morceau avec KRS-One. Mais il se trouve que le premier morceau qu'ils ont enregistré c'était avec ODB. Et donc je suis arrivé, ODB, ils avaient pas des exclus de ouf. Non mais ODB il aimait pas le son qu'il y avait. Donc je lui ai dit vas-y moi j'en ai un. Il a dit ok vas-y celui-là, et il est parti, il a fait une prise et tout. Et c'était bien parce que c'est sûrement un des derniers couplets qu'il a fait avant de mourir. C'est son dernier morceau avant de mourir. Et je dans l'album de comment il c'est plus la même instru en fait. L'instru sur laquelle il a quitté le studio, c'était pas l'instru qui est sur le disque. Enfin bref, mais c'était le même BP. Et donc, il y a eu petite histoire marrante qui a RS1 en fait a peur de l'avion. Donc finalement on devait enregistrer à New York. Mais il a pris le bateau. Mais non, il avait peur de l'avion, donc lui il habite à Atlanta en fait maintenant. D'accord. Donc il fallait tout rebooker à Atlanta. Et R il s'est trouvé genre désolé les mecs, ça va pas se faire maintenant, avec les studios ça va se faire dans 3 semaines. Et il me dit tiens je te rembourse ton billet d'avion, tiens voilà. Et moi je dis bah je dis à Squat mais qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas, je dis bon moi je vais rester là au pire, j'attends un mois et puis après voilà quoi. Et donc finalement je suis resté chez Benjamin de Funk La Planète. Petite dédicace. Je suis resté un peu chez lui et tout. Et mais en fait comment je le connaissais pas tu vois. Et tu sais les appartements à New York c'est genre ça quoi. Ouais c'est. Il avait une meuf partout. Et au bout d'un moment je disais putain je le dérange, je vois que je le dérange tu vois. Et puis d'un seul coup j'avais le numéro d'une meuf qui sa sœur. Alors écoute la relation de ouf. Hein. Alors sa sœur. Et je faisais du son mais avec elle mais pas trop. Et sa sœur elle vivait à New York et il se trouve que sa sœur est la cousine des Deux Balles. D'accord. Le monde très petit. Presque. Tu connais les Deux Balles en gros tu peux aller. Non, mais alors j'arrive et moi j'avais aucune idée de ça tu vois. Alors j'arrive et j'appelle la meuf et tout, je lui dis ouais salut ta soeur elle m'a donné ton numéro, tu me connais pas, il est 11h du soir. Je suis un peu en galère, est-ce que tu peux me loger? Et je suis arrivé chez elle à Harlem et on a commencé à discuter, Pyroma, Nixon, elle venait de divorcer en fait. Elle venait de divorcer. Et moi aussi elle venait de divorcer. Et tout le monde. Et bref et tout. Et elle connaît les Deux Balles et donc là c'était ambiance familière. Ah tu connais les Deux Balles, tiens vas-y. Là j'avais les clés, elle m'a filé un téléphone. Bref. Et en fin de compte, pendant le mois où je suis resté là, c'est là que j'ai rencontré la nana qui est ma future femme. En boîte avec Roxy Squat et tout. Et c'est ça qui a fait que du coup j'ai été amené à être au States. Parce qu'en fait, si tu veux, à l'époque on était en pourparlers, quand je dis on, c'était moi et mon frère, on faisait des sons, et on était pourparlers pour signer des éditions avec BMG. Et il y avait Sony aussi qui voulait. Et donc ils nous draguaient un peu, et les mecs de BMG, un mec qui s'appelle Sevan, ils nous avaient filé un contact d'un ingénieur du son qui s'appelle Carlos Bess. Et c'est un mec qui a bossé avec Winter et tout ce que tu veux. Et donc lui en fait je lui ai fait écouter des sons, et il m'avait dit, tu sais quoi, toi, dans 2 mois c'est bon, tu seras partout et je vais t'amener partout avec moi. Donc lui il m'a amené à studio Chunking et tout ça. Et j'ai commencé à faire, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Quan qui avait fait un morceau avec Nas. Ouais bien sûr, c'est Greenbridge. Voilà. Mais en fait non, lui c'est un mec de Virginia, mais à l'époque il y avait eu trop de problèmes de justice donc il a un peu laissé tomber. Mais donc du coup j'avais placé un son sur ça et j'avais placé un truc allemand qui est... je sais même plus comment il s'appelle. Non, c'était un mec qui chantait en anglais. Et avec la nana qui chantait Grab the Pit. Et j'avais passé sur ça, et on avait fait des trucs pour le fils adoptif de Russell Simon, enfin plein de trucs via Carlos. Et Nobody, c'était un des producteurs qui avait produit sur Jay-Z. Et ben avec eux, je faisais plein de trucs. Et tu t'es installé là-bas au fur et à mesure. Du coup, tous les mois, je venais. Mais il se trouve qu'au bout d'un moment, quand je venais, je sais pas, ils faisaient d'autres trucs.
Et en fait, quand j'ai décidé, en fait, je dis ça, je venais tous les ans, et puis en même temps, j'avais la relation avec ma femme et tout. Et puis après, au bout d'un moment, au bout de 5 ans de ça, d'aller-retour, j'ai déménagé là-bas, et quand j'ai déménagé là-bas, en fait, tous les trucs que j'avais en construction étaient complètement effondrés, il n'y avait plus rien. Et je suis arrivé du tout seul, tout quoi. Retour à la case départ, quoi. Mais dans un autre pays. Notre tendance à l'extrémisme est poussée par le lust de la justice. Strictement hardcore. La jeunesse est désespérée, elle est hardcore. Et rien ne pourra l'arrêter. Quoi qu'il arrive, nous serons aussi nous défendre. Car tu ne te doutes que tout vient à boire à qui c'est attendre. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. Passons à l'action. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions